Breteuil et conseiller régional. Monsieur le maire, nous vous prions aujourd'hui d'accepter nos remerciements pour nous avoir accueillis au sein de votre mairie pour une petite interview. Écoutez, pour moi, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On a eu la chance de se rencontrer il y a quelques jours dans Breteuil. Vous étiez là pour voir un petit peu le défilé de la Légion que nous avions fait venir ici à Breteuil, la musique de la Légion qui était là. Et au cours du défilé, vous m'avez dit, est-ce qu'il est possible de se rencontrer? J'ai dit, bien sûr. Prenez contact avec mon secrétariat ici à Breteuil, et puis je me ferai un plaisir de vous rencontrer et de pouvoir répondre à quelques questions. Je vous en remercie, monsieur le maire. Donc, vous avez été élu maire de Breteuil en 2014 pour un mandat de 6 ans. Et vous êtes aussi élu en tant que conseiller régional, commission permanente de la liste des Républicains. Exactement. Depuis 2015. Oui. Vous êtes agriculteur, propriétaire exploitant, et vous êtes né le 6 mai 1955, si mes renseignements sont exacts. Vos renseignements sont exacts. Donc, nos lecteurs ainsi que les gens qui regardent notre site verront la retranscription donc, des éléments relatifs aux questions qui vous seront posées. Donc, nous avons divisé notre entretien en 4 questions. Une qui touche les politiques et questions de société. Une deuxième, la politique et vie publique. La troisième, politique et représentation nationale. La quatrième, politique locale. Donc, on va commencer par la politique et questions de société. Qu'est-ce que la politique pour vous? Un sacerdoce ou une carrière? C'est plutôt un sacerdoce, ce n'est pas une carrière pour moi en tout cas. C'est surtout une passion, c'est surtout le moyen d'être près de nos habitants, de nos compatriotes, et de pouvoir, avec les moyens que nous avons, d'essayer de rendre la vie plus agréable aux gens. La politique, c'est s'occuper de la vie de la cité. La vie de la cité, c'est organiser le commerce, c'est organiser les écoles, c'est organiser le transport, c'est organiser les festivités, et c'est essayer de répondre à l'ensemble de la population. Pour moi, la politique, c'est ça, c'est plus un sacerdoce et plus vraiment une passion forte de dire on est auprès des gens et on peut faire quelque chose pour eux. La droite, la gauche et les autres, on dit souvent bonnet blanc et blanc bonnet. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on puisse dire bonnet blanc et blanc bonnet. Alors bien évidemment, on ne peut pas dire non plus blanc et noir. Tout n'est pas mauvais d'un côté et tout n'est pas bon de l'autre côté. Je crois qu'il faut, dans toute décision, il y a la mesure. Là, il faut faire une balance, il faut un équilibre. Et cet équilibre, il est fait de réflexion à droite, de réflexion à gauche, de décisions politiques, quelle que soit la couleur politique, mais on ne peut pas dire que ce soit bonnet blanc et blanc bonnet, parce qu'on a quelques différences, par exemple, sur des valeurs qui sont comme l'autorité, le travail, pas le travail en tant que travail, mais en tant que répartition du travail. Moi, je ne vois pas en quoi diviser du travail, c'est donner du travail à tout le monde. C'est pas ça. La répartition, diminuer à un pour que l'autre en ait, c'est pas bon. L'autorité, c'est pas parce qu'on est autoritaire qu'on veut faire respecter des règles dans une société, qu'on est de gauche ou de droite, mais historiquement, tout de même, à gauche, on a un plus grand laxisme, entre guillemets, de dire, ben voilà, il faut comprendre, il faut excuser, je pense qu'on a des règles à avoir, à respecter, pour que tout le monde soit respecté, que ce soit du plus petit au plus grand, entre guillemets, que tout le monde ait les mêmes règles à appliquer. Et je crois que ça, ce sont des valeurs qui sont, voilà, j'allais dire plus de droite, qui ont été traditionnellement cultivées plus à droite qu'à gauche. Voilà. Oui, mais dans ce contexte-là, on voit aujourd'hui, disons, le gouvernement qui est plutôt de gauche mener une politique de droite. Oui. Alors, bonnet blanc, blanc bonnet, on ne sait plus qui fait quoi. Oui, mais il ne mène pas complètement une politique de droite comme moi, qui suis de droite, aurais espéré avoir une politique de droite. Une politique de droite, c'est une certaine liberté, c'est dans le travail, dans l'économie, une circulation. Alors, la mondialisation, voilà, on est en train de dire, voilà, il faut se resserrer sur nous-mêmes, c'est pas possible ça. On est dans un monde ouvert, on est dans un monde où chaque
chaque nation peut apporter et peut aussi nous amener des choses. Je pense que cette mondialisation, il faut l'accepter, il ne faut pas vouloir se battre et se renfermer sur soi-même. Les entreprises, elles sont mondiales. Alors, bien sûr, il y a les entreprises du CAC 40. Alors là, ça nous en fait, on nous en met tous les jours à la radio et c'est ces entreprises-là qui sont montrées. Mais on voit le nombre d'entreprises en France dans lesquelles on a besoin du monde, on a besoin de l'Europe pour pouvoir se développer. Et donc, on a besoin de cette politique d'ouverture qui aujourd'hui, alors que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, on s'aperçoit qu'ils veulent refermer. Et là, c'est quand même quelque chose d'inquiétant parce que on ne pourra pas vivre en autarcie. L'Albanie, c'est terminé depuis longtemps. Hein. Ils vivaient, tout le monde était fermé là-bas et on a vu ce que ça a donné. Donc voilà, il faut une vraie ouverture avec un partage des richesses, un partage du travail. On peut travailler je prends l'exemple d'une entreprise comme on a ici, Innoforge, qui a ouvert des antennes en Chine et en Pologne, et on n'a pas fermé les emplois ici. Ça a servi à maintenir et même développer quelques emplois sur le secteur. Donc c'est une vraie ouverture, il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir, et j'ai l'impression que dans notre politique droite-gauche, il y a un resserrement. À gauche, on dit il faut faire attention, il faut limiter, Non, je pense qu'il faut, avec certaines mesures pour, je pense aux travailleurs détachés par exemple, avec certaines mesures, il faut faire attention, mais il faut rester ouvert au monde puisque l'entreprise est maintenant mondialisée. Effectivement, on s'aperçoit que bon, on ne peut pas faire les uns sans les autres, mais aujourd'hui, les uns sans les autres, on a vu aussi ce qu'apportait, disons, trop d'ouverture, notamment, c'est du dumping social. Je pense qu'il y a de très bonnes choses à faire ensemble, mais peut-être pas n'importe comment. Je suis complètement d'accord avec vous, et quand je vous parlais des travailleurs détachés, et bien évidemment, je pensais aussi au dumping social. Il faut faire attention, il faut qu'il y ait une certaine harmonie sociale dans un groupe de pays. L'Europe, pour moi, c'est presque les États-Unis européens qu'il faudrait faire avec une vraie harmonie sociale. Alors c'est difficile parce qu'il y a des grosses différences, mais on peut l'avancer, il faut l'avancer comme ça pour qu'on puisse avoir une certaine protection sociale et salariale de nos habitants, bien évidemment. Il faut faire très attention à ça. On ne peut pas produire au coût d'un Chinois ou d'un Indien, d'un Hindou. Voilà, on ne peut pas faire ça. Un Pakistanais, on ne peut pas produire la même chose. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur cet aspect-là au niveau de l'optimisation de la production. Sur d'autres projets, certainement vous avez raison, mais je pense que sur des thématiques qui nous sont chères comme la santé, on voit aujourd'hui, par exemple en Inde, le docteur David Chetty, qui est capable de faire des opérations à cœur ouvert à 10 à 20 fois moins cher que ce qu'on ferait en France, en Europe et voire aux États-Unis. Donc c'est pas au détriment, je dirais, je pense, du coup, c'est plutôt, je dirais, pour le bénéfice total. Et je pense que dans notre façon de mettre en place notre organisation et notre business model, il y a peut-être un grand travail à faire. Oui, j'en conviens. Quand je parlais de coûts de production, je pensais plus à de la production de masse plutôt qu'à cet aspect médical ou social, comme vous avez dit. Bien évidemment qu'il y a des grands professeurs, qu'il y a des gens qui travaillent dans tous ces pays, qui ont largement les compétences de nos professeurs européens, français ou américains, et qui, bien sûr, ont leurs tarifs adaptés au coût de la vie de là-bas. Non, ce n'est pas uniquement les tarifs. Prenons l'exemple de Renault. Renault, c'est une entreprise française. Oui. Donc Carlos Ghosn a passé un deal avec les Indiens, notamment sur un aspect amélioration de productivité, pour sortir la première voiture qui est sortie il y a déjà quelques mois. Donc cette voiture est sortie à un prix de fabrication Renault. Elle ressemble un peu à une Qashqai, mais low cost, Oui. quoi. Donc c'est que des économies de bon sens qui ont été faites avec des outils de production qu'on connaît tous.
et on a permis d'avoir un véhicule à moins de 5 000 euros. Point. Oui. C'est la réalité. Oui, ça c'est l'aspect industriel. Ah oui. Non, mais, on parlait santé uniquement. Oui, dis, non, mais cet aspect industriel. Mais après, nous avons aussi un modèle, nous, français, européens, un modèle qui est un modèle industriel, social, sociétal, qui est mélangé. Il y a un vrai mélange de tout ça pour une certaine, alors avoir une certaine qualité de vie, mais je pense qu'il fait bon vivre quand même en France, il fait bon vivre aussi en Europe, il y a des endroits où ça va bien quand même, hein. Et on a, alors c'est subjectif, hein, c'est à mon niveau, j'ai l'impression que pour vivre de la même manière dans certains pays comme vous venez de citer, il faut déjà être d'une certaine classe sociale pour pouvoir vivre comme nous. L'ouvrier moyen en Inde, il ne vit pas de la même manière que l'ouvrier moyen en France. On ne lui a pas créé les mêmes besoins, je crois. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est notre société de consommation où on a créé des besoins. Alors effectivement, moi, je prends toujours mon exemple, je dis, mais j'ai 3 filles. Je prends toujours cet exemple-là, je dis à mes filles, je dis, écoutez, mes filles, j'ai eu la télé à 18 ans. Mes parents m'ont acheté la télé à 18 ans. Je vois maintenant, on a le portable, il y a une télé dans chaque chambre des enfants. Alors effectivement, on a créé une société de consommation et de... voilà, et il y a 50 ans, j'étais pas malheureux de ne pas avoir ma télé. Je comprends ça. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un système où le confort matériel compte dans l'esprit du bien-être. Oui, évidemment. Tout le monde a envie d'être donc, bien installé. Donc forcément, que mon jugement, il se fait avec cette optique de dire, ben voilà, pour que les gens se sentent bien, il faut qu'ils aient une belle cuisine, il faut qu'ils aient une voiture qui ressemble à une bagnole. Il y a cette image aussi qu'on veut donner à l'autre en fonction de ce qu'on a. C'est bien ou pas bien, ça c'est autre chose. Mais la société, elle vit comme ça aujourd'hui, avec ce rapport au confort matériel. Ouais. Ce rapport à, voilà, vous avez pris des vacances, vous êtes allé où les gars, quand ils discutent entre eux, voilà, ce week-end, qu'est-ce que tu as fait Donc voilà, on vit comme ça. Donc cette façon de vivre, elle existe, et donc c'est en fonction de ça que je vous dis que peut-être, et j'en suis sûr, on mettrait un Français moyen vivre en Inde, il dirait, mais on vit comment là? Certains, vous savez que l'Inde, je la connais un petit peu. Oui, non, mais je dis ça, je ne connais pas l'Inde, donc voilà. Non, mais déjà là, en Inde, quand vous avez déjà, rien que par votre nom, on connaît votre classe sociale. Donc, c'est déjà dans votre antériorité. Oui, mais nous on a dans notre esprit de vivre en société, d'essayer d'harmoniser tout ça. Donc, moi, je pensais que la lutte des classes en France était terminée. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont battus quand même à une certaine époque, quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ont un certain... Prenons les congés payés, c'est quand même le sacrifice de nos grands-parents et autres qui ont pu, je dirais, faire acter ceci. Maintenant, par rapport à ce qu'on évoquait sur le cadre de vie et autres, on s'aperçoit que les conditions ont fortement changé. Vous avez connu, vous, à une certaine époque, une France qui était certainement à l'époque de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Oui, bien sûr. Maintenant, on est plutôt dans les 30 piteuses. Donc, si on continue de dire il fait beau, tout va bien en France, et on ne se remet pas en considération par rapport à la mondialisation, par rapport à des événements qui arrivent, les migrants, je pense qu'à terme, les prochains migrants, c'est nous. Oui, non, mais après, je ne vous dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. On est encore dans un pays où il fait bon vivre quand même. A priori, disons... c'est pas trop mal encore. Hein. Alors après, voilà, il va falloir qu'on y regarde parce que le bon vivre, il a un coût. Et ce coût, il faut que quelqu'un le paie. Ça n'arrive pas comme ça. Donc l'État, il faut qu'il fasse attention. On ne peut plus continuer à augmenter la fiscalité, il faut la baisser. La baisser pour faire venir peut-être des entreprises, pour faire venir des gens qui veulent investir chez nous. Il faut la baisser. Pour la baisser, il faudra peut-être revoir
les indemnisations de choses ou d'autres, peut-être tout ce système, le problème des retraites, c'est pareil, il va falloir y regarder un petit peu, voir comment on ne peut pas continuer dans un système figé que vous vous rappelez des 30 Glorieuses, à un moment où ça va un peu moins bien au niveau économique. Donc il y a forcément une adaptation, et ça, il faut que chacun le comprenne. C'est pas un sentiment de dire bah toi tu auras moins parce que voilà t'es ci t'es ça. Non, c'est globalement on a plus de difficultés économiques maintenant. Il faut qu'on adapte notre système. Alors si on revient à quelques années en 2000 on vivait pas mal. Hein, on est en 2016. On nous dit qu'on a perdu un peu de pouvoir d'achat, mais en 2000, on vivait pas mal quand même. Donc, restons raisonnables, pensons, je vous disais qu'il y a un équilibre à avoir. Cet équilibre, il faut que chacun en prenne part. S'il faut en retirer un petit peu d'un côté pour en mettre de l'autre, voilà, l'équilibre, il est là. S'il faut réduire des deux côtés pour que le plateau reste toujours à niveau, il faudra réduire des deux côtés. Mais c'est pas véritablement ce qui se passe, parce qu'avec les gens aujourd'hui qui vont dans les rues, c'est quand même pas pour dire que tout va bien, youpi. Donc je pense que c'est pour se plaindre, c'est dire effectivement que le principe des vases communicants n'est pas efficace aujourd'hui. Non, je sais bien que les gens, on ne va pas dans la rue pour se faire plaisir. On va dans la rue quand ça va mal. Mais c'est quand même, alors malgré le nombre de personnes qui sont dans la rue, moi je pense qu'il y aurait encore beaucoup plus de personnes qui seraient dans la rue si ceux qui travaillent voulaient descendre dans la rue pour dire nous on a du boulot, nous on veut bien faire des choses, mais attention ne gaspillez pas d'une manière inconsidérée les recettes que vous avez. Il faut faire attention. Moi, je connais plein de gens qui sont artisans, commerçants, qui ont des grosses difficultés. Moi, dans ma commune, je me bats pour le commerce ici, mais c'est très difficile. Je comprends un commerçant qui arrête, qui gagne 500 € par mois, en étant ouvert 6 jours sur 7, en commençant à 8 h du matin, en terminant à 19 h, et en se prenant que 500 € de salaire. Arrivé un moment, voilà, celui-là, il peut peut-être descendre dans la rue aussi. Mais il y a peut-être aussi des économies d'échelle à faire, justement, pour faire bénéficier. Vous trouvez normal que certaines grandes entreprises ne payent pas de charges, par exemple? Ah, mais c'est pas normal. Donc, c'est pas normal. Et le petit, bon, il est tout en bas et lui, c'est pas il normal. paye l'impôt. Donc, c'est pas normal. Après, on fait deux sortes de Français, ceux qui ont le droit, ceux qui n'ont pas le droit. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. On va peut-être reprendre le discours. Oui. Donc, dans le cadre de la représentation populaire, le constitutionnaliste Dominique Rousseau, professeur à l'université de Paris 1, qualifie le référendum de moyen utilisé par les gouvernants pour catalyser le ressentiment populaire à l'égard des représentants. Que pensez-vous de cette définition ? Sur le référendum, alors le problème c'est qu'un référendum en soi c'est une bonne chose parce qu'on pose une question pour savoir le ressenti populaire, d'accord ? Le problème c'est que par expérience, nous répondons pas à la bonne question dans un référendum. Nous répondons, peut-être moi le premier, en fonction d'un ressenti général et d'un mécontentement sur quelque chose. Alors, la question est posée, on pourrait y répondre oui ou non, et bien souvent, on y répond oui ou non, mais avec une question à rallonge derrière cette question, en disant, bah oui, c'est un tel qui fait ça, voilà, il y a eu telle mesure de prise, il y a eu ci, il y a eu ça, et on répond à une globalité. En fait, c'est un sondage, aujourd'hui, le référendum. Tout à fait. Tout simplement. Et quand on sait la valeur d'un sondage, qui fluctue très rapidement, je pense pas que... Voilà, le référendum, il faut que ce soit une image à un moment, mais il ne faut pas que ce soit un moyen de faire réformer tout de suite quelque chose. Parce que je crois qu'on ne répond pas tout à fait à la question quand on pose un référendum. Voilà. La loi et ses applications. Les effets de la loi de 2014 sur la limitation des mandats se feront sentir à partir des législatives de 2017. Parti d'un raisonnement logique, quelles en seront les possibles conséquences selon vous ? Ne peut-on penser qu'il y aura une perte de lien avec les électeurs pour des parlementaires qui sont déjà fort éloignés par le jeu des partis, des préoccupations de leur base ? Alors c'est un vrai risque ça, d'avoir une perte de lien avec le citoyen lambda, avec nous, quand on est sur le terrain ici à Breteuil, à Crèvecoeur,
à Gouy-les-Groseilliers, à Bonneuil. Si on n'a plus qu'un député qu'on ne voit pas du tout et qui ne connaît pas les difficultés de terrain, je pense que ça peut être un handicap. Ceci dit, si vous posez la question au référendum, puisqu'on va revenir au référendum, vous posez la question, est-ce qu'il faut limiter le mandat? 70% des Français vont répondre oui. Hein. Mais est-ce qu'on va répondre? Alors on limite parce qu'on se dit, bah oui, voilà, c'est des mecs, c'est des élus qui vont être cumuler les indemnités, cumuler les avantages, cumuler tout ça. Il faut qu'on ait encore des élus qui aient les pieds sur terre, dans la glaise. Ici, je parle d'ici parce que moi, je parle aussi de la ruralité. Alors, la ruralité, c'est la confiture, hein, tout le monde en parle. Mais quand même, quand on est dans nos secteurs ruraux comme nous, des communes de 2000, 3000, 5000 habitants, et plus petits, c'est la vraie ruralité. Les gens sont à la campagne et n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes difficultés que la personne qui habite à Saint-Denis, qui habite à Paris, qui habite à Lyon, qui habite à Lille. Hein. C'est pas du tout la même chose. Donc, voilà. Donc là, on a vraiment un besoin de notre représentation nationale qui connaisse quand même les difficultés des habitants. Les difficultés ou les avantages. Hein. On parle toujours de difficultés, mais voilà, on est content qu'on a des choses qui vont bien. Et cette limitation de mandat, je pense qu'elle est dans l'air du temps maintenant, mais je ne suis pas sûr que ça va apporter beaucoup de bénéfices au travail parlementaire. Je ne suis pas sûr. Un maire député, je pense que c'est bien. Il faut absolument qu'on ait, ou président de communauté de communes, ou vice-président, enfin voilà, il y a des choses qui sont nécessaires à un élu national de connaître. Alors, on va dire, on va faire des référendums, et puis on va dire, ben non, il ne faut pas qu'il soit en même temps élu local et élu national, ça ne va pas aller. Je pense quand même qu'il y a un minimum de choses à... Vous ne pensez pas qu'il y a peut-être une autre réflexion à avoir, plutôt que de parler de cumul et autres? Moi, ça ne me choque pas. Hein. Ça ne me choque pas qu'il y ait quelqu'un qui cumule, Moi, ce qui me choque, c'est le rapport par rapport à l'efficacité. C'est-à-dire, effectivement, qu'il y ait un cumul de X mandats, mais s'il est très bon et si on va parler d'un point de vue local ou national, les indicateurs sont au vert, banco. Il a une bonne recette. Oui. Donc il est hors de question, à mon sens, de remettre en cause quelqu'un qui est efficace. Par contre, quelqu'un qui n'est pas efficace, je trouve pas ça logique. Vous n'êtes pas bon dans une usine, vous prenez, vous, un métayer qui n'est pas bon, vous le remerciez. Non, mais je sais bien. Alors, excusez-moi, ce qu'attend la représentation populaire, justement, d'un élu, un représentant de la nation qui vote les lois, justement, puisse rendre des comptes, une obligation de résultat, comme au même titre qu'une entreprise privée. Moi, je suis 200% d'accord de pouvoir rendre des comptes. Il faut qu'il rende des comptes au fur et à mesure de son mandat. Bien sûr. Ça, je suis complètement d'accord. Moi, je vois ici à la mairie de Breteuil, je demande à ce que mes adjoints et moi, on rende des comptes régulièrement, mais ce qu'on met en place, ce que ça a coûté, ce que ça a fait, qu'on ait un rapport de, entre guillemets, rentabilité. Et ça, je pense que ça, c'est normal. Il faut, plus qu'une limitation, il faut qu'on ait effectivement la visibilité du travail fait, réalisé, à quel coût, comment, qu'est-ce que ça a donné. Après, comme vous dites, un chef d'entreprise ou un ouvrier, s'il est bon, ben on va le garder. S'il n'est pas bon, on ne va pas le garder. Je pense que ça, c'est certainement plus... Mais ce n'est pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, Oui, peut-être parce qu'on a focalisé les gens sur... tout comme on a focalisé sur le cumul de mandats, tout comme on a focalisé sur l'Europe qui était qui importait tous les mots aux Français. Ça a été facile, hein, donc on voit les résultats aujourd'hui. Hein, l'Europe... Oui, on le voit, nous, au travers de nos sondages. C'est vrai que quand on pose un sondage, êtes-vous satisfait de l'Europe? Globalement parlant, 70% des gens qui ont répondu à nos sondages disent on est extrêmement déçus. Ben oui. 70%. Donc c'est pas 1, 2, 10. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Donc je pense qu'il faut en tenir compte. Tout comme Oui. on avait vu, je dirais, sur nos sondages précédents, êtes-vous pour ou contre le Brexit? Posé aux Français. Donc là aussi, il y avait une grande majorité qui disait oui au Brexit pour les Anglais. Donc ça veut dire que quelque part, bon, les gens qui répondent à nos sondages, bon, je ne dis pas que c'est la vérité in vino, hein, mais c'est quand même, je dirais, un éclairage qui donne à un moment donné la pensée C'est d'accord. d'une certaine population. Et à partir de là, on fait ou on ne fait pas, disons, on corrige le tir ou pas, quoi. Oui, alors ces sondages, c'est à un moment la pensée d'une majorité, ça c'est normal. Voilà, c'est une photographie à ce moment-là. Et il faut dire pourquoi cette photographie, elle est tournée comme ça. Est-ce que c'est vraiment l'Europe qui n'est pas dans le coup? Et à mon avis, il y a des choses à revoir en Europe. Est-ce que c'est pas la volonté politique nationale de charger l'Europe tout en se déchargeant des choses qu'on pouvait faire pour améliorer le fonctionnement? C'est facile de dire que c'est toujours la faute de l'autre. Oui, mais quand vous regardez les indicateurs qui sont donnés, vous regardez, et puis vous regardez la presse, donc vous voyez que Barroso, bah, il passe chez Goldman Sachs. Ouais. Est-ce que c'est un bon Oui. exemple, un bon Ah non. indicateur? Non, Voilà. non, mais Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, Monsieur Muller, vous parliez justement de volonté nationale, mais justement, lorsque vous prenez par exemple ce qu'on appelle la loi Gopé, justement, la grande orientation politique économique, c'est l'article 121 sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui fixe en fait les lois nationales, justement, donc est représenté donc par la Commission européenne, donc des gens qui sont en fait non élus, et donc les Français, enfin un ressentiment effectivement populaire par rapport au résultat du référendum qui apparaît justement aux yeux des gens qu'il y a une non-représentativité populaire sur le plan national du fait d'une transposition des lois qui sont faites par la Commission européenne. Donc voyez-vous, il y a un décalage justement entre l'Europe dont vous parliez, et justement la volonté nationale d'établir ses propres lois et de décider d'une politique économique, voilà, où ce sont vraiment les élus qui nous représentent et qui décident d'une volonté, d'une politique. Alors, dans une démocratie comme la nôtre, effectivement, nous votons pour des élus et nous souhaitons que les élus appliquent une politique sur laquelle ils nous ont présenté avant dans leur campagne électorale. C'est normal. Et ça, il faut, nous les élus, à quelque niveau que ce soit, hein, que ce soit au niveau communal comme au niveau national, lorsqu'on a fait une campagne électorale en disant des choses, il faut qu'on les respecte, puisqu'on a été élus pour ça. Bien souvent, le lendemain, on a déjà autre chose à faire, et les promesses, malheureusement, n'ont pas été retenues. Vous avez dit tout à l'heure, les gens qui sont non élus et qui décident. Et là c'est un vrai souci, ça. Il ne faut pas que les élus soient gouvernés par une administration. Il faut que l'administration soit au service de l'élu. Et je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. Là, vous touchez un point délicat, effectivement. Aujourd'hui, imaginons que X ou Y soit élu président de la République sans parti, quelque part. Derrière, la machine, elle va bloquer. Mais complètement. Donc là, je pense que c'est un vrai problème de démocratie, hein, de représentativité. Hein, c'est un vrai problème, ça. On vote pour quelqu'un et on s'aperçoit que tout compte fait, l'application de son mandat, de ses actions, dépend essentiellement d'une administration qui est en place, qui va lui dire, bah oui, vous avez peut-être une bonne idée, mais c'est comme ça qu'il faut faire pour nanana, hein, non mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis arrivé là, la décision, elle sera pas la décision réelle de l'élu. Et là, c'est à nous, les élus, de dire non, on a été élu pour quelque chose, alors qu'on ne fasse pas n'importe quoi, hein, il y a des calculs à faire, il y a des choses, je ne dis pas que l'administration est inutile, elle est utile, mais il faut qu'elle soit au service de l'élu. Voilà. Et là, j'écoutais, c'était ce matin, Bruno Le Maire, qui a quand même eu des responsabilités importantes, hein, qui disait qu'en fait, il avait beau être ministre, à un moment donné, il n'y a que le Premier ministre et le Président qui gouvernaient. Alors là, c'est au-delà de l'élu, quoi. Ça veut dire qu'il y a deux hommes qui gouvernent la France. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si la monarchie a été supprimée en France. Non, je pense que ça a été un transfert de privilèges. Non mais voilà, je le dis sous un air de rigoler, mais on en est encore là. Hein. Bon. Oh non, mais tout à fait. On va peut-être continuer. Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, veut moderniser l'organisation de l'élection présidentielle en commençant
par 2017. 2 propositions de loi ont été adoptées en mars qui visent à moderniser l'organisation du scrutin au travers de 2 mesures. La première, modification de la collecte des 500 parrainages. Et la deuxième, fin de la règle d'égalité de temps de parole dans les médias audiovisuels. Tripatouillage, rapt de l'élection présidentielle, attentat contre la démocratie, les partis se plaignent, tous sauf le PS, les Républicains et le Front National. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors bon, le temps de parole, je crois qu'il faut laisser le temps de parole à tous les candidats de la présidentielle. Voilà, même si c'est, comme on pourrait dire, un petit candidat qui ne représente pas grand-chose, voilà, il représente un petit peu de nos Français, de chacun d'entre nous. Des fois, même si on n'adhère pas à ses convictions, des fois, il y a peut-être des réflexions qui peuvent aussi nous intéresser. Le dialogue, le temps de parole, ça n'a jamais nui à personne. Donc ça éclaire tout le monde. Oui, je pense, oui, tout à fait. Voilà, donc là-dessus. Après, la réforme du nombre de signatures, de tout ça, bon, oui, enfin, pour moi, c'est de la réformette, tout ça. Hein. C'est pas la priorité des Français. Non, non, tout à fait. Donc voilà, vous dire que ma Ça, c'est de la réflexion. soupe interne, quelque part, et Voilà. on s'éloigne des préoccupations Voilà, du non, terrain. la seule chose que je peux vous dire là-dessus, c'est que moi je trouve que le temps de parole, il faut le maintenir à tout le monde. Voilà, les 10, 15 qui vont être à se présenter à l'élection présidentielle, ils ont quelque chose à dire, ils le disent. On a bien des émissions à la télé où on fait venir des tas de gens qui nous parlent de tas de choses. Là, c'est notre élection présidentielle, c'est important, c'est notre président de la République, le président de la République de tous les Français. Ils souhaitent le suffrage des Français, il faut les laisser s'exprimer de la même manière. Alors pourquoi mettre 10 minutes de plus aux Républicains qu'aux, je sais pas quoi, ceux qui défendent la terre et le machin, voilà. Non, il faut arrêter, ça c'est le temps de parole. Tous les candidats qui seront retenus pour la présidentielle, il faut qu'ils aient le même temps de parole. Allons-nous vers une bipolarisation à l'américaine et donc vers une démocratie confisquée? Parce qu'en fait, Je on voit pense, que la politique des grands partis. je pense qu'on est dans une politique de grands partis. Hein. D'abord, on a vu l'alternance, elle se fait que gauche-droite traditionnelle. Un PS, UMP ou LR, ou à l'époque RPR. Enfin voilà, donc ça fait longtemps qu'on est comme ça. Hein. Est-ce que ça empêche la démocratie? Peut-être un petit peu techniquement, parce que les gens ne se retrouvent pas complètement dans les deux partis qui se retrouvent au deuxième tour au présidentiel. Mais il y a un troisième tour qui s'appelle les législatives, où les gens peuvent s'exprimer aussi. Le vote du président, à mon avis, on est parti dans on reste dans un biparti, la démocratie. Pour moi, c'est ça. Et parce que les lois, elles sont quand même votées par nos parlementaires. C'est à eux de se mettre au travail, de sortir des lois et qu'il y ait un consensus, malgré s'il peut y avoir 5, 6 partis qui sont représentés. La loi El Khomri Macron au travail, dont on parle beaucoup, on assiste à un détricotage du droit du travail français sous la pression de la Commission européenne. La France est-elle encore maître de son destin? Ouais, on revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la mondialisation. Il faut quand même qu'on s'adapte un petit peu. Alors, je vais me répéter, cette histoire de balance, on ne peut pas tout garder d'un côté et ça fera un déséquilibre dans notre société. Il faut qu'on ait un équilibre qui se fasse et cette loi, un détricotage des lois du travail, oui, on peut voir ça comme ça, mais on peut aussi voir ça une adaptation pour que tout le monde puisse avoir un espoir de travailler quelque part, parce que le travail, c'est quand même sa place dans la société. Enfin, moi, j'ai encore cette vision-là du travail, c'est que lorsqu'on a un travail, bien souvent, on est content de son travail. Quand on n'est pas content, on le change, mais on s'épanouit dans le travail. On fait voir à sa famille, qu'on soit homme, femme, on fait voir à sa famille qu'on a une place dans notre société, qui n'est pas simplement une place résumée à la bagnole qu'on a ou au téléviseur qu'on a acheté. On a une place dans la société où on rend un service,
on est productif sur quelque chose, qu'elle soit industrielle ou administrative. Moi, je vois mes agents ici, ils font du service public, ils sont productifs pour... Alors, pas en termes productifs rapport d'argent, mais ils sont productifs pour un service à la population. Donc non, pour moi, je pense qu'il y a une adaptation du travail qui doit être faite. On ne doit pas se camper sur ce qu'on a, sur ce que nos parents, grands-parents ont acquis au niveau du travail. Je pense qu'il y a une adaptation. Alors, il ne s'agit pas de reculer et puis d'être complètement, mais une adaptation à avoir, bien compréhensible de tout le monde, avec une équité dans cette adaptation. Il faut que tout le monde prenne sa part et que tout le monde retrouve quelque chose derrière. On va donc passer au deuxième volet, qui est celui de politique et vie publique. 200 professions font l'objet d'une exigence de présentation de casier judiciaire vierge, pas les fonctions politiques. Ouais. Alors, peut-on raisonnablement penser pouvoir faire changer les choses? Donc, quels sont les verrous? Est-ce normal? Alors, je pense honnêtement que celui qui se présente à un suffrage, quel qu'il soit, il faudrait qu'il ait cette exigence de casier judiciaire vierge. Voilà, bon, après, il peut avoir fait une erreur quelque part. Il ne faut pas que ce soit un casier parce qu'il a fait un excès de vitesse. Voilà, là, il faut. Là, Non, c'est, d'accord. hein, mais bon, voilà, c'est. Je pense qu'il y a, oui, là, il y a quelque chose à faire. On doit être exemplaire. Non, mais bien sûr, je pense surtout, On doit être exemplaire. surtout si on fait des lois pour juger les autres. On doit être exemplaire. Donc, on doit être à minima à ce niveau-là. Je suis d'accord. Voter ne sert à rien. Les abstentionnistes sont depuis quelques années les grands vainqueurs des élections, et notamment dans la tranche des 18-34. Comment redonner confiance à l'électorat jeune et le mobiliser pour son avenir? Je dirais pas qu'ils sont les grands vainqueurs. Ils sont les plus. C'est la tranche. C'est pas une victoire de ne pas voter. Hein. Je reprends le mot vainqueur. Oui. Non, mais c'est pas une victoire. Hein. Pour moi, c'est plutôt une défaite de ne pas voter. Si on n'arrive pas à attirer les gens à voter, je vous disais tout à l'heure, les 15 représentants doivent avoir la même participation de temps de parole. Il faut que les gens puissent venir s'exprimer aussi dans un vote local, national, enfin peu importe. Il faut qu'ils viennent. Alors, qui s'y retrouvent pas, il faut qu'on se pose la question, nous les politiques, pourquoi ils s'y retrouvent pas? Est-ce qu'on correspond pas à est-ce qu'on ne répond pas à leurs besoins? Est-ce qu'on fait ceux qui ne les écoutent pas et on fait les maîtres d'école en disant c'est nous qui avons raison et vous n'avez rien à dire? Il faut qu'on se remette en cause pour que ces jeunes, vous m'avez dit la tranche d'âge c'est 18-34, en plus c'est des gens qui commencent dans la vie et qui peuvent apporter beaucoup de choses. Et qui sont concernés par le temps de vie qu'ils ont encore à faire. Ils sont là pour préparer ceux qui vont venir, mais aussi pour eux aller jusqu'au bout. Donc, pour moi, ce n'est pas les vainqueurs. Pour moi, c'est plutôt une défaite, ça. Une défaite des politiques de ne pas avoir continué à attirer ces jeunes à voter. Et donc, il faut se remettre en cause, voir pourquoi. Il y a peut-être, comme on disait tout à l'heure, des comptes à rendre régulièrement. Si on venait rendre des comptes régulièrement, plutôt que d'attendre les 6 derniers mois avant une élection et de faire mettre en route la machine politique pour écraser le truc, en gros c'est ça. Hein. Donc voilà, il faut qu'on ait des comptes à rendre, il faut que les gens puissent nous contacter, puissent nous voir, il faut qu'on soit disponible. Moi, ma porte est toujours ouverte, hein, donc pour se faire remercier ou pour se faire attraper, peu importe. Mais voilà, il faut qu'on puisse les entendre et c'est la seule condition pour qu'ils puissent être intéressés par un vote. Donc je pense effectivement qu'il y a peut-être aussi une réflexion. Doit-on rendre obligatoire le vote? C'est peut-être aussi par ce biais-là qu'on aurait une meilleure représentativité par rapport aux attentes de la population. Est-ce qu'un vote obligatoire amène les gens peut-être à voter blanc derrière? Oui, mais ça permet aussi de reconnaître le vote blanc qui n'est pas reconnu aujourd'hui. Oui, alors ça c'est un autre souci. Hein, mais le vote blanc, il peut pas gouverner aujourd'hui.
C'est bien un des problèmes. Bah oui, donc voilà. Rendre le vote obligatoire et pas reconnaître le vote qui sortira. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Prenons notre ministre d'aujourd'hui, je parle Premier ministre, donc il a été élu à sa mairie avec 1,9% des voix. Vous trouvez ça normal en termes de représentativité? Oui, non, mais c'est parce que les gens ne sont pas déplacés. Non, mais ça fait bien le jeu de certains, c'est tout. Oui, mais on a cette chance de pouvoir voter. Oui, je suis d'accord. Alors, Si la démocratie... toute la responsabilité ne doit pas être portée sur le politique. Non, non, Vous voyez non, ce non, que je veux dire? Mais quand même, je pense que la démocratie est le reflet de ce qu'on en fait. Si on en fait le Oui. jeu d'une minorité qui fait le jeu d'un vote qui est assimilé à un vote démocratique, c'est pas tout à fait ce qu'on attend des termes d'une démocratie. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord, mais toute la responsabilité n'est pas sur le politique là-dessus. Non, 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 elle est collective, hein, mais... Je pense que les collectives et que les gens doivent se dire que le vote est utile quand même. Oui. Vous voyez? Mais ça passera que par là, je pense. Le vote est utile. Je pense que de mobiliser à la fois les réflexions, les intentions et puis les énergies des uns ou des autres au travers d'un vote le plus massif possible, et effectivement, là, on aura, je pense, une démocratie qui sera un peu plus équilibrée, quoi. Ensuite, je voulais poser comme question, les hommes politiques sont au-dessus des lois pour certains. Les élus peuvent-ils passer outre le contrôle de la légalité? Non. Un élu politique n'est pas au-dessus des lois. Voilà. Combien il y a d'histoires? Mais oui, je sais bien, mais c'est pas normal. Eh bien, c'est bien ce qui se passe, c'est-à-dire aujourd'hui il y a deux sortes de Français, Un ceux homme... qui rendent des comptes et ceux qui en rendent pas. Oui, un homme politique n'est pas au-dessus des lois. C'est mon parti qui avait investi M. Balkany. Quand j'ai rencontré Olivier Dassault, mon député, je lui ai dit c'est pas normal. Même si il se présente, les gens votent pour lui. Voilà, c'est la réponse qu'on nous a donnée au niveau national. Hein. Il va se présenter, il va passer. Ben oui, mais c'est quand même pas normal. Même s'il y a la présomption d'innocence, il n'est pas encore jugé, tout ça. D'accord, mais bon, c'est pas sain. Non. C'est pas sain. Non, d'accord? Donc, on n'est pas au-dessus des lois. Quand on a quelque chose, alors après, il faut que la justice se fasse. Hein. On n'est pas non plus... tant que la justice n'est pas passée, qu'elle n'a pas donné son jugement, on ne peut pas préjuger non plus de la culpabilité du politique. Hein. Mais bon, voilà, il y a des choses quand même il faut être raisonnable. Ouais, je pense qu'il faut respecter la loi tout simplement. Voilà, il faut être raisonnable. Voilà. La collusion entre le pouvoir économique, médiatique, politique devient de plus en plus criante. Le politiquement correct n'est-il pas une forme pernicieuse de censure? Non, je pense pas. Bon, alors qu'il y ait un amalgame entre les politiques, les médias, mais bon, c'est difficile. Forcément que on a une société où tout passe par l'image et par les médias maintenant. Donc forcément que le politique s'est emparé de cet outil, entre guillemets. Là, on est là, on fait vous faites un petit film, une interview. Voilà, vous ne le faites pas avec mon directeur général des services, vous ne le faites pas avec ma secrétaire. On va dire pourquoi. Donc, je pense qu'on pourrait le faire aussi, mais oui, c'est pas le même exercice. Non, mais je veux dire que voilà, on est rentré dans une société d'image et de représentation forte, soit dans les journaux à scandale, dans les journaux télévisés, dans les interviews, voilà. Je pense que c'est une obligation aujourd'hui d'un homme politique de passer par ça. Alors après, il faut aussi, comme on a dit tout à l'heure, il y a de la retenue, il y a des déontologies de dire voilà, on ne doit pas tout mélanger, on ne doit pas profiter du système, on ne doit pas introduire quelque chose pour en profiter, mais l'utiliser, c'est normal. D'accord. Troisième volet, donc politique et représentation nationale. Je vais laisser Gérard continuer. Alors, donc depuis 2012, le taux de présence moyen des députés sur 577 députés s'élève à 23,1%, soit 133 députés.
Et 65% des votes se sont déroulés avec moins de 100 députés, soit 17,3%. En 2015, le taux de présence des députés sur les scrutins officiels était de 16%. Donc 16% de temps de travail pour 100% du défraiement. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, pris comme ça, on dit c'est pas normal. Pris autrement, c'est 16% du temps de travail où? Comment? Est-ce que vous comptez les commissions? Est-ce que vous comptez les présences aux séances plénières? Est-ce que vous... C'est quoi les 16%? Honnêtement, je ne sais pas là. C'est le taux de présence. Taux de présence à l'Assemblée au moment du vote. Voilà. D'accord. Donc, un travail de député, de sénateur, ça ne se calcule pas qu'autant de présence au moment du vote. Mais il y en a qui n'y vont même pas du tout. Non, mais C'est même pas une question de présentation. Donc là, c'est factuel, c'est la liste, on peut la sortir. Je dirais, cette liste, elle a fait l'objet, je dirais, effectivement, d'une étude approfondie. Et bon, ça choque un peu le commun des mortels. Oui, mais que ça choque et qu'on mette une règle, par exemple. Moi, à mon conseil municipal, je leur ai dit, si vous êtes absent 4 fois sans motif, Il peut y avoir des raisons sans motif santé ou autre, voilà. réel, je vous poserai la question si ça vous intéresse de continuer de rester dans le conseil. Voilà. Bon, alors qu'on mette, après, je vous ai dit, 16%, c'est pas normal. Mais est-ce qu'il y a du travail ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Comme je ne connais pas vraiment les chiffres, je m'excuse de ne pas vous répondre. Alors, je dis que quand on est élu, on doit être présent. Voilà, ça c'est ma position. S'ils ne sont pas présents, alors est-ce qu'il y a des explications? Est-ce qu'il n'y a pas d'explications? Si c'est que pour toucher l'indemnité, ce n'est pas du boulot non plus. Il y a un boulot à faire. Est-ce qu'ils travaillent en commission? Est-ce qu'ils ont des travaux faits quelque part? J'ai reçu ce matin du Sénat de la part d'Alain Vassel comme quoi il avait soutenu 46. Alors, on peut dire voilà, c'est notre sénateur du secteur, hein, parce qu'il est à Ourcelles-Maison et dans notre comité de communes. Je l'ai reçu ce matin. Il a soutenu 46 amendements depuis qu'il est redevenu sénateur, avec un taux de réussite de 44%. C'est le sénateur aujourd'hui qui a retenu qui a présenté le plus d'amendements. Quand vous parlez aux gens, je ne suis pas sûr qu'ils vont vous dire qu'Alain Vassel, c'est le plus assidu là-bas. Ils n'en savent rien. Alors, vous avez les chiffres, tout ça, peut-être que vous le savez. Mais on a toujours l'impression que le gars qui est au Sénat ou à l'Assemblée, il n'est pas présent, il ne travaille pas. Il y a quand même je dirais des choses, par exemple, est-ce que vous trouvez normal que deux députés disposent, je dirais, d'un droit de vote pour 100 députés? Non, mais après, je suis d'accord avec vous, il y a des règles à respecter. Mais ici, il y a une procuration par un gars. Voilà, je ne peux pas mettre une procuration à 10 procurations à la même personne. Je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est des règles. C'est ce qui alimente la non-participation des gens au vote aussi, en se disant, bah oui, on vote, mais ils vont... Et puis, c'est vrai que vous pouvez acter le fait qu'effectivement, notre député et sénateur, disons, a effectivement officié avec un taux de réussite de l'ordre de 44%. Ceci dit, ce que regarde le citoyen, c'est concrètement sur le terrain qu'est-ce qu'il en sort. Ah oui, je sais bien. Donc l'indicateur pertinent, c'est quoi? C'est le PIB régional, la création de richesse et de valeur, qui fait créer de l'emploi. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est rendre des comptes, avoir un résultat. Je suis d'accord. Oui, d'accord. Donc on peut dire que j'ai travaillé ça. Même s'il avait travaillé 200% pour zéro à la fin, c'est 200% qui coûte trop cher à la société. Voilà. Donc en 2016, dans la nuit du 8 au 9 février, seuls 136 députés sur 577 ont participé au vote de l'article 1 de la révision constitutionnelle inscrivant l'état d'urgence dans la commission. Voilà un exemple. Ah non, mais je suis d'accord. Je vous ai dit, localement, au bout de 4 fois, quand ils ne sont pas venus avec des raisons, je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça doit être pareil pour
pour les parlementaires. Exactement, donc le ressentiment populaire, justement, au vu de ce taux de présence, c'est se poser la question, justement, les gens, l'art de la politique est-il celui de ne rien faire? Voyez-vous, donc. Mais la politique est utile. Hein. Moi, quand on a la première question, c'était c'est quoi la politique pour vous? Pour moi, la politique est utile. Il faut qu'on ait des hommes, des hommes et des femmes politiques. Je suis persuadé qu'il y a des gens en politique qui ont envie de faire des choses, qui ont ça dans les pieds, mais après, ça bloque quelque part. Mais si vous voulez susciter justement de l'intérêt auprès de la population, des gens sûrs pour la population, se réapproprier le débat politique, justement, faudrait-il ne pas justement que nos représentants puissent modifier leur conduite, justement, par rapport à ce taux de présence à l'Assemblée nationale ou que ce soit. Alors, effectivement, on parlait aussi. On parlait de l'exemplarité, on parlait de l'image avec les médias. Effectivement, ça, c'est une mauvaise image, ça. Il faut qu'ils comprennent que cette image-là, elle n'est pas bonne pour eux. Ah bah non, il y a du travail à faire là-dessus. Non, mais voilà. Donc en 1789 est enterré depuis un bout de temps, semble-t-il. On va bientôt fêter le 14 juillet. Demain. Je m'en souviens parce que le 15, c'est mon anniversaire. Ah bah, bon anniversaire alors, d'avance. Donc les grandes baronnies ont fait leur retour dans le sillage de la mise en place des régions européennes. Privilèges, abus, avantages caractérisent le comportement des élus et les confinent dans cette caste bien éloignée des préoccupations du peuple. Pensez-vous que cela puisse être changé? Ouais, je pense qu'il faut, il faut pas qu'il y ait de privilèges pour un élu. Il faut qu'il soit, qu'il soit respecté. Il faut qu'il ait les moyens de travailler. Il faut qu'il ait un statut de l'élu qui soit un vrai statut de l'élu. Mais il ne faut pas qu'il y ait de privilèges. Il n'y a pas de raison. Et je connais des élus nationaux qui n'ont pas, à ma connaissance, n'utilisent pas tous les privilèges qu'ils pourraient avoir. Bon, après, qu'il y ait une certaine représentativité de l'élu national, c'est normal aussi. C'est pas parce qu'il va arriver en jean, en 2 chevaux ou à vélo, comme on a vu dans certains gouvernements, que c'est mieux. On a vu, je dirais, certains hauts représentants venir chercher leur baguette de pain, je prends l'image qu'on avait en pantoufles, en charentaise, alors qu'on sait que pertinemment, même en étant de gauche, ils sont milliardaires. Non mais donc... ça amuse le peuple. Oui, mais être milliardaire, c'est pas non plus une tare. Non, j'ai pas dit ça, mais de venir... Non, mais il nous en faut aussi quelques-uns. Beaucoup. Non, mais... Si on en avait beaucoup, ce serait même je suis d'accord avec vous. Plus représentatif. Je suis d'accord avec vous. Donc, non, mais donc il faut pas qu'il y ait... si je vais répondre à la question, il faut pas qu'il y ait de privilèges. Il faut qu'on ait une représentation nationale qui ait l'allure d'une représentation nationale. Mais représenter la France à l'extérieur. Exactement. C'est-à-dire, comme on l'évoquait, représentativité objective avec là aussi une image propre, lissée, pas de casier judiciaire, pas de casserole. Donc, je suis d'accord. Bien dans le pli. Non mais d'accord. Bon, on va passer à la vie politique locale, donc quelque chose qui nous intéresse, puisqu'on est tous des locaux du terrain. Que pensez-vous de la politique de l'emploi menée par la région? Par la nouvelle région, là. La nouvelle région. Notre nouveau président, M. Xavier Bertrand, avait annoncé la création d'emplois à hauteur de 60 000 emplois pour septembre. Oui, on fera un bilan en septembre. Moi, j'ai déjà les chiffres à hier. On ne sera pas à 60 000. Non, mais à votre avis, on est à combien? Non, je vous dirai exactement quand on en fera le bilan, mais la politique de l'emploi, elle est réelle à la région. Non, mais, je parle des chiffres objectifs. Elle est réelle à la région. Aujourd'hui, disons, au 12 juillet, les emplois créés dans la région, 6 380, d'accord? Sur le mandat qui était... Les emplois perdus, 6 172, soit un solde d'emploi net de 208. Oui, non, je conteste ces chiffres. Alors, je ne sais pas, ils viennent de où? Ils viennent de où? C'est l'Observatoire des investissements, donc l'Observatoire des investissements. Mais je conteste ce chiffre. Sur la période,
Et vous avez effectivement tous les éléments qui sont là. D'accord. Donc c'est officiel. Et pour la petite histoire, c'est l'ancien directeur de la cellule économique de Bercy, ce monsieur. D'accord. Donc, Non mais, alors voilà, ce sont des chiffres. Nous, on fournira des chiffres mais certainement. ça, c'est du net. Hein. Ah, non mais on fournira des chiffres. Oui, mais du net, c'est d'accord. Après, il y a des créations d'emplois. Est-ce que toutes les créations d'emplois qui ont été sauvées, toutes les créations qui viennent d'être accordées et acceptées, je pense aux entreprises qui vont se réinstaller dans le Pas-de-Calais, là il va y en avoir. Donc on attend septembre pour faire un point. On a lancé le canal à grand gabarit Seine-Nord qui est maintenant lancé avec un investissement de 4,5 milliards ou 4,7 milliards répartis dans toutes les collectivités, qui va apporter un bol d'air pour de l'emploi pour l'ensemble de la grande région. Voilà, donc on est en place depuis 5 mois. Alors, que le président ait donné un chiffre, à mon avis, on ne va pas l'atteindre en septembre, je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'on a un président, Xavier Bertrand, qui a cette réflexion de dire « je dois rendre des comptes ». Et il rend des comptes. Oui, à lui. Parce que je lui ai écrit personnellement dans d'autres cas, monsieur. Excusez-moi, monsieur le maire, mais c'était pour la problématique avec l'ancien ministre du Travail qu'il était. Je lui ai envoyé un courrier officiel, il ne m'a jamais répondu sur de la création d'emplois. Oui, mais... Et j'ai les documents, comme il aime bien avoir les documents. Oui, mais je sais bien, mais vous allez me dire, l'ancien ministre de l'Emploi, bon ben voilà, la page est tournée. Hein. Non, mais justement... Non, mais la page est tournée, on écrit une nouvelle page. On l'écrit, mais quand on annonce, je dirais, 60 000 emplois pour septembre et qu'on dit, ben non, je ne peux pas parce qu'il s'est passé tel type d'événement, je trouve que quelque part... c'était un peu, je dirais, du marchandage du style demain on reste gratis. Et puis, non, on reste pas gratis puisqu'on a un programme d'économie de 500 millions d'euros sur le mandat. Bon. On a un vrai problème. Alors là, quand on parle d'exemplarité, alors c'est rien vis-à-vis des gens, mais on a réduit les indemnités, on a réduit le train de vie, ça fait 800 000 euros. Mais je suis d'accord sur ce que vous dites, mais on ne voit rien de tout ça. C'est-à-dire qu'on ne voit rien. Aujourd'hui, pareil, vous parlez de transparence. On n'a aucun moyen de voir le mode de fonctionnement, je dirais, d'un élu, d'un député, d'un responsable, tel qu'il est fait dans d'autres pays nordiques ou ailleurs, en disant on met tout en ligne sur ce qui est consommé, sur quels sont les frais, avec qui, avec quoi. On ne voit rien. Aujourd'hui, c'est une caisse noire. Non. Mais ce que vous dites là, je vous crois. Non, mais c'est pas une. Oui, j'ai rien à vous vendre, mais bon. C'est pas une caisse noire du tout. Moi, je sais que je connais mon montant d'indemnité d'élu régional. Je connais mon montant d'indemnité. Non, mais si, je suis quand même élu régional, donc je fais partie des élus. À haut niveau, vous ne décidez pas tout seul. Je dirais, non, bien sûr que non. Et c'est pas vous qui avez été porteur du message régional. Non, mais j'étais solidaire. Je suis d'accord, je dirais, dans cette démarche qui était de solidarité. Aujourd'hui, disons, le fait Et je suis toujours solidaire de ce que fait Xavier Bertrand aujourd'hui, et il le fait. Franchement, je trouve qu'il fait de la politique autrement que ce qui a été fait avant. Alors, on parlait de l'intérêt des gens de voter et de voir la politique. Il fait de la politique autrement. Il fait de la politique... il est président de région comme il était maire, c'est-à-dire qu'il se rend aux endroits où ça va pas, où ça va, il rencontre les gens, il est souvent sur le terrain, il est plus souvent sur le terrain que dans son bureau, il travaille avec son équipe, là il y a une équipe qui est en place maintenant, il travaille avec son équipe, je pense, son objectif de l'emploi, il est prioritaire. Alors, qu'il ne soit pas à 60 000 au 1er septembre, j'en conviens. Mais les chiffres, on les donnera au mois de septembre, on verra où on en est. Et je pense qu'il y a déjà un effort important de fait sur l'emploi, sur l'apprentissage, sur l'aide au transport,
le gars qui va bosser, qui est à plus de 30 km de chez lui, qui doit prendre sa vieille bagnole et qui a du mal à y arriver. Bon, alors Vous voyez que c'est comme ça, disons qu'on va redresser la région en payant, je dirais, le ticket de la personne. Moi, à mon avis... on va déjà l'aider, ça va lui faire du pouvoir d'achat. Comment voulez-vous que j'embauche ? Ça va lui donner un peu de pouvoir d'achat pour pouvoir consommer. Mais si, au-delà de tout ça, s'il n'y a pas d'entreprise pour embaucher, s'il n'y a pas de carnet de commandes... J'ai vu que ce soit dans toute la région, on a aujourd'hui stoppé l'hémorragie. Écoutez, oui. Les dernières, l'opérateur télécom SFR envisage de ne pas renouveler ses contrats avec ses centres d'appel. 1500 postes seront concernés chez Arvato. Et ça, c'est du 5 juillet. Et c'est dans notre région. C'est d'accord, mais... Donc, la cristallerie d'Arc International, 400 suppressions de postes envisagées de réduire à 1200 emplois. Oui, mais alors, c'est de la faute à Xavier ? Non, mais je vous parle... Non, mais attendez. Non, c'est pas la faute. Vous me parlez de choses qui vont bien. Transparence. Je me parlais de choses qui vont bien. La transparence, vous l'avez, puisque vous l'avez sous les yeux. Oui. Donc, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Non, mais par rapport aux objectifs. Oui, mais vous avez été chef d'entreprise. Tous les ans, vous avez un objectif. Ouais. Et tous les ans, vous ne réussissez pas à avoir l'objectif. Des fois, vous êtes en dessous, des fois, vous êtes au-dessus. Alors, mettons, disons... Non, mais attendez. Ce qu'on applique au monde industriel, il faut aussi... et nous, on est prêts en tant qu'élus à l'appliquer, nous, en tant qu'élus. Et rendre des comptes. On est là depuis 6 mois. Alors... Oui, mais pourquoi avoir... Non, mais on est là depuis 6 mois. Non, mais pourquoi avoir dit 60 000 emplois ? Parce qu'il y a la possibilité... le canal. C'est pas moi qui dis 60 000. Je vous ressors les éléments. Mais je sais bien. Donc, je sais bien. Je les ai vus parce que pendant la campagne électorale, on l'a dit, je l'ai dit aussi. Donc voilà. Moi, je pense qu'il faut mieux parler franc aux Français plutôt que dire il y a un gros problème d'emploi et on va tout remettre à plat, ça va pas être simple. Et on est en train de remettre à plat et c'est pas simple et on est en train de le faire. Oui, mais pourquoi avoir alléché les 60 000, on les aura peut-être dans 6 mois plus tard. Mais je vous le souhaite parce que la région en a un grand besoin, mais je pense qu'à mon avis, il y a une distorsion entre le discours et puis la réalité des faits. Le discours, forcément, mais le discours, il doit être aussi porteur d'un certain espoir. Tout le monde n'est pas prêt d'entendre qu'il faut du sang et des larmes. Hein. Il y en a qui l'ont dit, c'est passé en Angleterre. Il y en a qui l'ont dit en France, ils se sont fait virer tout de suite. Parce que la France, je pense qu'elle est bien formatée, je dirais, avec un certain fonctionnement, à la fois avec des outils politiques, des outils syndicalisme qui font que ça ronronne bien comme ça. Non, justement, ça ronronne pas comme ça. Aujourd'hui, ça ronronne comme ça parce qu'on voit, disons, les chiffres, ils sont quand même pas à la hausse. Les indicateurs sont plutôt, je dirais, rouges que verts. Oui, mais on a quand même des prévisions d'augmentation de croissance, alors moins que dans d'autres pays, mais on a quand même des augmentations de croissance au niveau national. On espère pouvoir en profiter au niveau régional. On a une région qui a des atouts importants, qui est une des plus grandes régions, qui est aux portes de l'Europe, aux portes de la région parisienne, et aux portes avec un littoral et des ports qui sont ouverts sur le monde. On a beaucoup d'atouts pour pouvoir... On a un grand projet qui est le canal Seine-Nord à grand gabarit, qui est le plus grand projet depuis le tunnel sous la Manche. Hein. On va bénéficier de fonds européens pour faire ça. On a encore un petit peu à régler le financement avec la région Île-de-France. Hein. Mais autrement, voilà, c'est parti. Et ça, c'est générateur d'emplois. C'est générateur d'emplois. Oui, mais c'est l'emploi qui est fait sur de l'investissement dont on a besoin, certes. Mais au-delà de ça, on ne crée pas de richesse et de valeur dans le pays. Il n'y a pas d'implantation. Une fois qu'il sera réalisé, c'est un apport de richesse pour l'ensemble de la région. Il va y avoir 5 plateformes multimodales qui vont être montées. On va pouvoir exporter les céréales. On va pouvoir... Il me fait plaisir de vous croire et de savoir que demain, il y aura du soleil et que les gens qui sont aujourd'hui sans travail ou avec des revenus modestes dans notre belle région, demain seront avec un sourire jusque-là. Je ne vous dis pas que demain tout le monde aura le sourire, parce qu'il y a
Hormis l'emploi, il y a la capacité de travailler aussi, avec les formations que nous avons besoin. Vous n'êtes pas sans savoir non plus, vous pouvez ressortir les chiffres, qu'on est une des régions au niveau scolaire et au niveau diplôme universitaire dans les dernières. Je crois qu'il y a la Corse après nous, et c'est tout. Donc il y a un vrai problème. Il faut remettre en cause l'éducation nationale, le collège unique, non mais il y a beaucoup de... Tout est lié. Tout est lié. Pourquoi 4% des entreprises, il n'y a que 4% des entreprises qui prennent des apprentis? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'incitation à le faire. Aujourd'hui, pourquoi? Prenez les grands groupes, aujourd'hui ils préfèrent effectivement arrêter. Donc c'est un vrai souci, ça. Et c'est un souci que nous essayons de solutionner au niveau de la région, parce que la compétence de la région, c'est aussi la formation professionnelle. Donc ça, on prend ça en main. Il y a 5 mois qu'on est là. On prend ça en main. On a quelques outils financiers qu'on a mis en place, mais on va aussi mettre une aide aux entreprises, parce que pourquoi on a demandé depuis 5 mois pourquoi les entreprises ne prenaient pas de gars. Ils en ont un, ils ont eu un problème. Le gars, il est venu 15 jours, puis après, il n'est plus venu. Après, il n'avait pas le droit de faire ci, il n'avait pas le droit de faire ça. Donc on a dit, on va prendre en charge, pour remplacer l'entreprise, la gestion de l'apprentissage. C'est-à-dire que le jour où l'entreprise n'est pas satisfaite de son apprenti, on va le reprendre et on va essayer de le remettre ailleurs. C'est un gros souci. Le chef d'entreprise qui prend ses deux apprentis, puis qu'au bout de 15 jours, il a des problèmes avec ça, il dit, moi, terminé, j'en prends plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à 4%. Et je le comprends, le chef d'entreprise. Je le comprends. C'est évident, mais... Bon, donc on va pas... on rase pas gratis et on va pas tout faire en 2 minutes. Donc c'est une machine lourde qui se met en place. On met la locomotive sur les rails. C'est pas le politique qui fait l'emploi. Les législatives, c'est comme ça. Donc oui, mais si on ne crée pas les conditions d'implantation... on est en train, on prend en marche le train de dire, voilà, on va mettre les conditions pour que les entreprises puissent venir, mais vous croyez puissent se développer. C'est un peu tard quand même, quelque part. Non, mais pourquoi aujourd'hui, on va se dire, on est en 2016, et comme vous le dites, on vient d'arriver depuis 6 mois, mais la politique, quand M. Xavier Bertrand était ministre du Travail, il a quand même été aux manettes, donc il avait quand même les chiffres, et puis moi je voudrais bien que... Oui, mais on ne peut pas reprocher, on peut pas... Alors là c'est bien le système français. Aux États-Unis, un gars qui fait faillite, on lui dit, écoute, on va te redonner du pognon pour démarrer. Nous, en France, on va reprocher pendant 20 ans un truc, le gars, il était là. Et on a... Non, mais... on est jugé par rapport à des actes, non? Oui, d'accord. Alors l'acte, on est jugé, on a fait un échec, mais c'est pas parce qu'on a fait un échec qu'on va traîner un échec en permanence. On va faire autre chose. Et c'est pour ça que... Et c'est tout à fait la situation de Xavier Bertrand dans cette position de président de région. Alors, on ne va pas lui reprocher en permanence d'avoir fait des choses. Et il veut bien assumer ce qu'il a fait, et il le reconnaît. Moi, j'ai fait la campagne électorale, j'ai fait les meetings avec lui, il le dit. Mais jugeons sur maintenant ce qu'on fait. Bon, on va laisser passer cette mandature, et puis on va voir... Et si malheureusement on n'a pas les résultats escomptés qui correspondent aux besoins des habitants de Hauts-de-France, voilà, on nous dira, vous n'avez pas bien travaillé, puis vous repartez. Oui, ou on nous racontera, je dirais, une autre histoire aussi. Non, mais moi je suis élu local. Voilà, moi les gens, ils me rencontrent dehors, mais comment ça se fait que mon trottoir n'est pas encore fait? Je vais leur expliquer, voilà. C'est vous qui êtes le maillon, je dirais, le plus important, parce que vous êtes en lien direct avec les besoins de la population, et vous sortiez bien toutes les difficultés que vous évoquiez précédemment. Par contre, c'est vrai que quand on lève et qu'on parle de gros investissements et tout, c'est vrai, mais dans le commun de la vie, c'est quoi? C'est ce que vous aviez dit au préalable, les entreprises qui ferment les unes après les autres pour un temps de présence très, très important. Pourquoi? Parce que les banques qui étaient mises en place avec notamment BPI pour aider les entreprises qui n'ont pas pris le relais, on nous a dit les banques, elles ne font pas leur rôle. On va créer quelque chose qui va remplacer. Et ça ne marche pas non plus. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce pays. On essaie d'améliorer à chaque fois. On prend l'exemple une des premières mesures, ça a été une aide au monde agricole des éleveurs. On a fait une aide, voilà, qui n'est pas mirobolante, c'est pas avec ça qu'ils vont réussir
à vivre, hein, ça c'est sûr. Mais c'est une aide pour essayer de faire passer le moment difficile. Et puis, ben, dans un an et demi, le moment sera passé. Grâce à l'aide de la région, ils auront courbé le dos, eu des difficultés, mais ils vont peut-être pouvoir passer. Voilà un résultat. On a besoin de tout le monde. C'est de l'emploi, c'est de la production. Là, on parle de l'élevage laitier qui est en grosse difficulté. Ben, il faut leur donner un coup de main. Non, je pense qu'il faut soutenir, effectivement. Mais c'est pas avec les quelques milliers d'euros pour chaque éleveur. C'est pas ça qui va les faire vivre un an et demi. Mais ça va permettre de pouvoir négocier avec leur banque pour avoir des retards d'échéance. Voilà, donc c'est la petite aide qui fait que la chaîne va se mettre en route. Mais qui fixe le prix du lait dans ce cas-là aussi? Comment? Qui fixe le prix du lait? Parce que c'est un problème de trésorerie qui peut être momentanément. Non, mais là c'est. Non, mais là, le coût de la matière première, on n'arrivera pas à le négocier, nous, à la région. Hein. Je ne veux pas vous raconter de bêtises. Hein. Et en France, ils n'arriveront pas à le négocier non plus. Hein. Donc, ça, c'est autre chose. Mais après, c'est aussi une vision de l'entreprise agricole. De voir, est-ce qu'il ne faut pas qu'on modernise, qu'on regroupe? Alors, vous allez me dire, la ferme des 1000 vaches, alors là, tout le monde est tombé dessus, mais c'était 4 producteurs avec 250 vaches, c'était pas des gros. Et quand on va dans toute l'Europe, vous allez en Belgique, vous allez en Allemagne, vous allez aux Pays-Bas, il y a des fermes des 1000 vaches, il y en a partout. C'est peut-être des fermes de 2000 vaches. Donc, il faut arrêter aussi. On empêche l'entreprise. Je vous parlais du principe de précaution au démarrage. Je vous parlais des normes écologiques et de mon ami qui travaille à Bayer et qui ne recherche plus du tout en France parce qu'ils en aura le bol d'avoir leur pied de maïs coupé par José Bové. Voilà, donc c'est terminé ça. Il faut qu'on se mette en place pour avoir des outils pour pouvoir faire travailler l'entreprise France, l'entreprise agricole, l'entreprise industrielle. Voilà, il faut qu'on soit au point, et ça ne se fait pas en 2 minutes. Hein. Oui, mais notre volonté d'être normaté, je dirais, de manière excessive, puisqu'on a plus de 400 000 normes en France, ça veut bien dire aussi c'est du protectionnisme pour nos brevets, pour tout un tas de choses, et pour une méthode de travail. Donc, qu'on ait un certain protectionnisme pour nos brevets, par exemple, tout ce qui est plus-value, ça se comprend. On protège notre outil, notre performance industrielle, notre innovation, on la protège. C'est normal. Tous les pays font ça. Non, mais ça c'est normal. Mais tous les pays font ça. Nous, on est tellement passé dans l'excès qu'aujourd'hui, tout est normalisé. Il y a une norme sur tout. Je suis d'accord avec vous. On va passer plus de temps à faire du papier qu'à faire du concret. Je suis anti-norme. Voilà, donc. On est dans un secteur. Moi, je suis anti-norme. Oui, vous avez peut-être raison. Il faut mieux. Avant, les gens, vous preniez un artisan ou autre, il y avait un maître artisan, il faisait quelque chose, il faisait un objet, cet objet était fini. Aujourd'hui, on dit non. Il faut le contrôle qualité. Mais c'est pas pour autant que les véhicules qui sortent n'ont pas de défaut, on les rappelle. Alors, non, mais je suis d'accord. On vend du papier. D'accord. On fait un autre métier. On en revient à l'administration qui fait du papier pour vivre aussi. Hein. Et puis qui serait une existence. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais pour vous dire qu'à la région, l'emploi, c'est la priorité. L'emploi, tout est lié, nos investissements, nos ouvertures d'investissement, notre fonctionnement. Et Xavier Bertrand nous demande de réfléchir à chaque fois, qu'est-ce que ça peut faire pour l'emploi? Non, mais c'est une demande forte de Xavier. Alors après, bien sûr que nos opposants, ils vont ou pas nos opposants, mais chacun va dire, bah oui, il a dit 60 000. Alors c'était peut-être présomptueux de dire 60 000 tout de suite. Mais c'est pas ça qui a fait changer le vote. Hein. Après, faut aussi reconnaître que le vote dans les Hauts-de-France, on avait l'alternative, c'était ou nous ou le Front National. Il faut se rappeler quand même des choses, choses politiques qui sont importantes. Alors si on préfère avoir
le Front National, qui est un parti républicain qui soit de gauche ou de droite, hein, parce que pour moi, aujourd'hui, le Front National n'est pas encore dans la norme. Hein. Alors, est-ce que les Français veulent du hors norme, hein? C'est possible, hein. Après, c'est la démocratie. Hein. Mais le fait est que la démocratie n'a pas voulu ça. Hein, et on nous ressasse, nous, à la région, en permanence, qu'on a gagné parce que le premier tour, on était en tête. Chez nous, c'est encore 2 tours en démocratie. Alors, on a des règles à respecter. Voilà, c'est tout. Hein. Non, mais c'est vrai que les gens, même si je dirais, la grande majorité disait oui, le Front National, en fait, les urnes ont parlé et ils n'ont pas voulu du Front National à cette période précise. Peut-être après, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas. Hein. Parce que les électeurs jugeront en fonction des événements. Je pense que leur orientation ira peut-être plus à droite ou au milieu, mais on s'aperçoit qu'effectivement, dans les sondages qui sortent aujourd'hui, c'est vrai que Juppé monte très fort, et puis derrière, ou très demandé aussi, Marine Le Pen. Quoi. Donc, c'est... Non, mais après, quand on parlait de démocratie, la démocratie est respectée là, dans notre vote régional. La démocratie est respectée. Alors après, on discute la répartition des sièges, machin, comment ça se fait, si ça va. Mais les règles du jeu étaient définies d'avance. C'était bien étudié d'avance. Étaient définies. Voilà. Donc, quand on joue aux cartes, on joue au bridge, on joue à mani ou au tarot, on a des règles à respecter. On ne dit pas on prend tous les rois et puis après on joue. Hein. Mais les règles sont faites mais... pour être mises. Mais c'est-à-dire que les règles, elles doivent être équitables pour tout le monde, c'est ça. Oui, mais les règles existent. Après, une fois moi je fais partie des gens qui... Voilà, quand je vous parlais d'autorité, de respect, il faut respecter les règles. Après, si on n'est pas content des règles, on essaie de les bouger, on fait en sorte pour voir comment on peut les bouger, mais quand on est élu et qu'on doit respecter, voilà, on doit être exemplaire, on ne doit pas être si, et quand on a des règles, moi ça ne me plaît pas de certaines normes, mais je vais quand même les appliquer en tant que premier citoyen de Breteuil. Voilà, donc c'est tout. Justement, à propos du Brexit, justement, par rapport... ne pensez-vous pas être impacté par le Brexit? Vous parlez des notions de règles, justement, des règles... Impacté dans quel sens Il y avait quand même un certain trafic, Angleterre et puis France. Donc, oui, mais le commerce va continuer à se faire, les touristes vont continuer à venir sur la côte d'Opale ou aller en Dordogne pour ceux qui vont plus loin, des Britanniques. Je pense que c'est pas forcément, je dirais, une opération gagnante pour la France, quelque part. Je pense que le commerce va toujours se faire avec l'Angleterre quand même. Alors après, qui est le problème de parité de monnaie, d'évaluation à un moment ou à un autre. Alors ça va jouer, bien sûr. On peut aussi attirer des entreprises qui étaient sur le sol britannique qui souhaitent revenir parce qu'ils ont une certaine idée de l'Europe et qui ne correspond pas à ce que les Anglais ont souhaité par leur vote. Oui, mais à mon avis, il y en aura très peu, vous savez. Je ne sais pas. Il y avait une papeterie qui devait s'installer en France. Le sujet s'appelait Greenfield Paper et ils ont préféré aller s'installer en Angleterre, donc, pour des modalités principalement fiscales. Et entre-temps, la fiscalité France et anglaise n'a pas changé de beaucoup. Non, mais ils iront peut-être s'installer en Irlande, où il y a une fiscalité qui est nettement plus intéressante. Hein. Eux, je pense, pour parler un peu plus avec du recul, étaient véritablement face à une vraie problématique de survie à une certaine époque. Et ils sont mis en mode de recherche sur ce qu'ils pouvaient faire pour attirer et créer de la richesse dans le pays. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, disons, que ça a fonctionné. Mais pour en revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure sur l'emploi au niveau de... On va peut-être arrêter l'interview. Ouais, comme vous voulez. Non, mais on arrête l'interview si vous le voulez bien, parce qu'on a pris un peu de votre temps. Lui, on a pris 1h20. Voilà. Donc merci, monsieur le maire. Merci. Voilà.